Hello everyone. Welcome to today's webinar series on cannabis and Bonjour à mental tous health. et à toutes, bienvenue à notre webinaire tenu en partenariat avec la Commission de la santé mentale du Canada et la CSA. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience des Autochtones. My name is Connor Lafortune and I'm from Dokis First Pendant Nation, l'école de la fortune, je suis de nord-est de l'Ontario plutôt, et j'ai travaillé avec la Fondation de partenariat et d'autres organisations reliées au cannabis au Canada. À vous, Ouba. Bonjour à tous, je suis Ouba Mohaboud. Je suis membre du conseil jeunesse ici de la Fédération. Je travaille aussi en tant que thérapeute counseling pour les immigrants, les nouveaux arrivants et les réfugiés. Je me retrouve sur le traité numéro 6, connu sous le nom d'Edmonton, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que le CSMC et la Commission sur les abus de substances aussi se tient sur les territoires autochtones. Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes tous des personnes sur des terres, des territoires traités, et nous avons donc un devoir envers les gardiens de ces terres. Les recherches présentes aujourd'hui ont été faites grâce aux bourses du CSMC et aussi les fonds de recherche du CCSA en support de la recherche avec le cannabis. C'est un plaisir de fournir ce webinaire dans les deux langues avec l'aide du Centre canadien sur l'indépendance et l'usage de substances. Nous allons avoir de l'interprétation en français et la transcription aussi. Si vous voulez entendre l'interprétation, cliquez sur l'interprétation en bas de votre écran et choisissez français comme votre langue. Sachez aussi qu'il y aura aussi de la transcription en direct en anglais. Les diapos seront disponibles en français et en anglais. Nous allons maintenant voir un petit tutoriel pour vous aider à vous préparer. Vous devrez voir une version française-anglaise. L'anglais sera à gauche, à droite le français. Vous pouvez changer la version française et anglaise jusqu'à gauche ou à droite et arranger la présentation comme vous voulez. Vous allez pouvoir voir une copie des deux présentations qui vont avancer durant le webinaire. Nous allons avoir 4 équipes de recherche qui vont partager les résultats préliminaires de leur recherche. Il y aura une période de questions après chaque endroit et n'hésitez pas à taper vos questions dans la boîte de questions-réponses. N'hésitez pas à taper vos questions. Nous allons pouvoir vous aider et répondre. Il y aura une période de questions générales aussi à la fin. Nous allons publier aussi les enregistrements à la fin de mars, alors n'hésitez pas à garder tout cela en tête. Maintenant, pour les présentations. Maintenant, passons à la première équipe, oui, qui va nous présenter de la part de Emmanuel Baron et Alana Roscoe qui vont examiner la relation entre le cannabis et la santé mentale chez les Premières Nations. À vous. Good day, everyone. My name is Bonjour à Alana. tous et à toutes. Mon nom est Alana Roscoe. Je suis une Canadienne colonisatrice qui se joint à vous aujourd'hui depuis Ottawa, territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe. Je suis ici au nom du Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, ou CGIPN, pour vous parler d'un projet de recherche intitulé Examen de la relation entre le cannabis et la santé mentale chez les Premières Nations et le processus de recherche en cours. Le CGIPN est la principale source d'information au Canada pour les Premières Nations dans les réserves des communautés nordiques qui s'engagent à améliorer la santé et le bien-être des Premières Nations. En tant qu'organisation nationale, régie par un conseil d'administration représentatif des régions, nous travaillons principalement avec nos partenaires nationaux et régionaux. À leur tour, nos partenaires régionaux qui possèdent une expertise dans les coutumes, les circonstances et les besoins distincts dans leurs régions respectives travaillent directement avec les communautés des Premières Nations. Comme vous pouvez voir ici, notre mission principale consiste à aider les Premières Nations à atteindre la souveraineté en matière de données.
ce qui peut varier en fonction de la vision du monde de chaque nation, mais signifie essentiellement le droit de déterminer comment les données provenant des Premières Nations et les concernant sont recueillies, consultées, interprétées, gérées et diffusées. Dans le cadre de ce mandat, nous menons également des activités de recherche. Il s'agit d'un projet de 2 ans mené par le CGIPN et par l'APN en tant que partenaire de recherche. Notre objectif est de combler les lacunes dans les connaissances sur la relation entre le cannabis et le bien-être mental chez les adultes et les jeunes des Premières Nations vivant dans les réserves et dans les programmes des communautés nordiques du Canada, afin d'éclairer les politiques et les programmes au profit des communautés. Le projet a démarré en octobre 2020 et s'achèvera en septembre 2022. La recherche repose une approche mixte qui comprend une analyse de la littérature, un volet quantitatif, oui, avec des données de l'enquête régionale sur la santé, ERS, et un volet qualitatif. Les conclusions de toutes ces sources de données seront intégrées dans le rapport et sera finalisé à cet automne. Le projet vise à apporter une représentation holistique, culturellement fondée et équilibrée de données et des connaissances aux nations afin de soutenir le développement de programmes et d'outils culturellement pertinents pour favoriser la santé mentale et le bien-être des communautés et donner des bases de recherche futures. Le groupe consultatif du projet intègre des diversités de points de vue et de connaissances de Premières Nations, d'expertise en la matière, compris ceux qui ont un leadership communautaire, une santé sur la santé communautaire, des expériences universitaires qui ont vécu différents moments selon les âges et les régions. Nous avons impliqué le groupe consultatif dans le projet de 3 manières principales. Principalement, ils ont guidé l'élaboration de questions de recherche, la sélection des thèmes d'analyse et les indicateurs, ainsi que le format de collecte de données qualitatives afin de garantir la pertinence et l'utilité pour les dirigeants dans les communautés des Premières Nations. Deuxièmement, par le biais d'engagement qualitatif, les membres ont fourni des idées et un contexte à l'analyse des données pour compléter ou fournir une histoire pour les chiffres qui est enraciné dans la connaissance de la communauté et l'expérience vécue. Finalement, nous essayons de rendre à l'appareil en matière d'échange de connaissances par le biais de formation et de présentation au groupe consultatif, ainsi qu'au personnel et aux membres des communautés de l'APN, dans le but de rendre des résultats du projet accessibles aux participants et de renforcer les capacités d'évaluation de données de recherche à l'avenir. Les activités de renforcement des capacités comprennent une formation sur les principes de souveraineté des données des Premières Nations, c'est-à-dire les principes PCAP, et la culture des données. Voici les 3 questions de recherche. Quels sont les facteurs? En fait, bien que le projet soit axé sur le cannabis et le bien-être mental, le groupe a conseillé d'utiliser une approche holistique fondée sur les forces qui reconnaît l'interconnexion du bien-être mental et les facteurs émotionnels, spirituels, culturels, physiques, sociaux et historiques, de sorte que ces éléments soient intégrés dans les questions de recherche et l'analyse. Le groupe, oui, a aussi exprimé un vif intérêt pour l'exploration des motivations, des impacts de la consommation de cannabis. Si les données quantitatives peuvent répondre aux 2 premières questions de recherche, elles sont très limitées pour l'exploration des causes et des effets, de sorte que nous appuyons fortement sur les engagements qualitatifs pour la 3e question. Les chiffres, l'approche quantitative, oui, sont tirés des composantes adultes et jeunes de l'enquête régionale sur la santé, phase 3, recueillie 2015 à 2016. Le RS comprend les indicateurs sur la santé et les déterminants sociaux de la santé et ces questionnaires sont généralement auto-administrés par les répondants sur un ordinateur portable avec un travailleur sur le terrain à proximité pour aider si nécessaire. Un peu plus de 250 communautés et membres ont été échantillonnés de manière aléatoire. Nous avons aussi recueilli des données, des renseignements sur la santé et le bien-être des communautés, jusque des populations vivant sur les réserves et dans le Nord. Donc, c'est un peu plus de 250 communautés et de leurs membres, environ 23 100 d'entre eux qui ont été échantillonnés. L'important est que l'ERS plutôt soit une enquête transversale, un cliché dans le temps, où les gens ont répondu à des questions sur leur consommation de cannabis et leurs facteurs de santé. Elle ne peut donc pas nous renseigner sur la causalité. Le groupe consultatif nous a aidé à sélectionner les indicateurs pour l'analyse quantitative, oui, qui, selon eux, étaient les plus pertinents pour le bien-être mental et la consommation de cannabis chez les Premières Nations. Ces indicateurs se répartissent en 5 thèmes principaux énumérés ici. Nous avons examiné l'association entre chaque indicateur de la consommation de cannabis, certains étant ventilés par groupe d'âge et ou par sexe.
L'enquête auprès des adultes comportait une question sur la consommation de cannabis à des fins médicales, de sorte que nous avons pu examiner les associations afin de donner un sens aux données et de raconter l'histoire derrière les chiffres. Le volet qualitatif vise à recueillir des points de vue et des informations contextuelles sur la culture, sur les résultats quantitatifs, afin de compléter et d'améliorer l'interprétation des données et que l'analyse et le résultat reflètent correctement les besoins en données et les expériences vécues par les Premières Nations. Les engagements qualitatifs consistent en deux parties, le partage des résultats préliminaires des données et une discussion guidée de ces résultats. Fin 2021, nous avons présenté les résultats préliminaires au groupe consultatif, ainsi qu'un atelier d'initiation aux données pour favoriser la compréhension de ces données avant de planifier des séances d'engagement ou de participation avec eux, individuellement ou en binôme selon leurs préférences. Nous avons également coordonné une séance d'engagement avec le groupe de comité sur le bien-être de l'APN. Un objectif a été d'obtenir des recommandations sur les activités d'application des connaissances. Les participants ont fait part de leurs commentaires sur les résultats les plus importants, sur les publics auxquels devraient être communiqués et la façon dont ils devraient être communiqués afin de maximiser les avantages et les bénéfices pour les communautés. En ce moment, la collecte de données est finie. Certaines parties du rapport ont été écrites, mais il y reste encore beaucoup de travail à faire. Les données vont devoir être analysées et ces analyses doivent être révisées, basées sur les commentaires reçus. Les données des deux méthodes seront synthétisées afin de passer sur la finalisation du rapport. Nous avons vu des résultats qualitatifs et analytiques très importants, mais le processus a été difficile avec des membres du groupe consultatif et de l'APN. Et c'est toujours difficile de trouver du temps lorsque nous devons avoir du temps, surtout avec les événements difficiles des dernières années, avec la pandémie. L'équipe aussi a trouvé difficile de trouver le bon équilibre entre assez d'informations pour les participants pour aider à la prise de décision et leur donner assez de temps pour partager leurs commentaires tout en gardant le temps et effort à un bon niveau pour continuer la participation. Le sondage peut nous donner beaucoup de données, mais en tant que cliché dans le temps, cela nous donne... En fait, on ne sait pas vraiment les associations entre la santé mentale et le cannabis et vice-versa. En tant que sondage auto-rapporté, il y a un certain biais où les répondants sacrifient les réponses appropriées en faveur des réponses qui sont plus socialement acceptables. Aussi, les données ont été collectées avant la légalisation en 2018. Ainsi, les participants ont noté que le stigmatisme social autour de l'utilisation du cannabis a diminué, mais était plus fort en 2015. Ainsi, la prévalence de l'utilisation du cannabis était à 30 chez les adultes, 27 chez les jeunes, était peut-être sous-rapporté. Un autre point mentionné par près de tous les participants est le besoin de plus de recherche au niveau régional et communautaire, alors que les défis, opportunités et croyances culturelles autour du cannabis diffèrent entre les communautés. Ce projet et le mandat au niveau national vont devoir impliquer les partenaires régionaux avec le CGIPN pour ne pas mal les représenter. Finalement, les participations qualitatives vont explorer les recommandations pour les points clés et que le temps et le financement pour la mise en œuvre des résultats dépassent le seul but de cette recherche. On espère pouvoir en composer justement plus tard. Nous remercions le SMC pour son financement et son appui et les experts qui ont partagé leurs expériences et leurs conseils et nous vous remercions pour votre temps et votre intérêt envers ce projet. Sur les questions qui n'ont pas été répondues aujourd'hui, voici nos contacts pour davantage d'informations. Merci. Merci beaucoup, Magnolia et Alana. Nous avons un peu de temps pour vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la section questions-réponses. Lire, les répondre. If it's not possible, we answer the questions right now. We will get. Si on n'a pas le temps de répondre aux questions, nous allons pouvoir vous répondre un peu plus tard. Ou peut-être vous pouvez nous parler d'abord de certains des défis par rapport liés à la COVID avec la recherche. Hi, Connor. Thanks for your question.
Bonjour, Connor. Merci beaucoup pour la question. Oui, comme vous le savez peut-être, la sécurité et la santé est une priorité dans les communautés aussi autochtones dans les dernières années. Donc, beaucoup de temps, d'énergie, de ressources ont été mis pour s'assurer que tout ça était respecté. Et nous avons aussi, bien sûr, vu que c'était une priorité de voir les enjeux de santé mentale et de cannabis aussi, mais bien sûr, avec la pandémie, il y avait des sujets plus chauds à traiter du moment. Alors, bien sûr, nous avons envoyé des invitations à participer, mais c'est un peu difficile de trouver des personnes qui avaient la capacité, le désir, et lorsque l'on pouvait trouver des gens disponibles, souvent, il y avait un peu de limite dans leur disponibilité et avec le temps, eh bien, différentes choses se sont déroulées dans les communautés. Alors, oui, nous avons dû apprendre à être souple, faire preuve de souplesse et de compréhension pour que les lignes de communication soient ouvertes. Merci. Je vois que quelques personnes demandent si la présentation, le PowerPoint seront partagés. Bien, dans le chat, oui. Juste pour mentionner que vous allez voir les enregistrements en anglais et en français sur le site web et n'hésitez pas à écrire directement à l'équipe de recherche pour davantage d'informations ou pour la présentation aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire vos questions. Je me disais, pourquoi est-ce que vous avez commencé ce travail? Qu'est-ce qui a été le point de la bougie d'allumage? Excellente question. À ce moment, surtout la santé mentale était une des priorités et ces priorités ont été informées, basées sur le travail de recherche exécuté avec des partenaires régionaux, à l'interne avec les communautés. Alors, nous étions assez confiants que c'était parmi les priorités au Canada. Bien sûr, à ce moment-là, les priorités, c'était pré-COVID. Et je pense que même lorsque la proposition a été soumise, on n'avait pas réalisé à quel point, eh bien, la priorité serait mise sur la COVID aussi. Alors, on n'avait pas vraiment anticipé ce point. Nous avons parlé à l'Assemblée des Premières Nations dès le début pour gérer leur intérêt par rapport à la participation à ce projet. Et nous avons entendu de nos partenaires de ce côté que, eh bien, il s'agit d'une priorité. Il s'agit d'une priorité dans les communautés aussi. Et spécifiquement aussi, l'APN eh bien, a dans ses résolutions d'ajouter le cannabis à son formulaire pour le rendre plus abordable, accessible pour les besoins en santé des Premières Nations. Donc, il s'agit de quelque chose que l'on garde en tête pour l'entièreté du projet. À cette étape, c'est plutôt exploratoire, oui, avec davantage de recherche à mener, mais il s'agit d'un excellent point de départ quant aux opportunités de recherche. Merci, merci pour cette réponse. Nous avons une question ici. Est-ce qu'il y a un plan pour récolter une nouvelle ronde de données ARHS ou ERS? Réponse en ce moment, le sondage ERS est en phase exploratoire pour le nouveau et même est planifié, je crois. Alors, on espère commencer. C'est un cycle de 5 ans. Généralement, le 3 a été récolté en 2015-2016. On aimerait l'avoir le 4 déjà en cours, mais bon, vous savez, clairement, les plans ont été repoussés à cause de la pandémie et différents types de travail qui a été mené pour raffiner le processus afin de répondre aux besoins dans les communautés. Je n'ai pas vu d'ébauche encore pour le RHS 4, mais je sais qu'il y a eu davantage de considérations en ce qui a trait à la question sur le cannabis basée sur la légalisation et aussi le développement
dans ces dernières années quant aux méthodes d'utiliser le cannabis. Alors, peut-être sur le cannabis consommable. Alors, il s'agit d'un sondage assez ouvert quant aux déterminants de la santé et du cannabis. Alors, oui, désolé, beaucoup d'acronymes, en effet. Je vais essayer de faire en sorte de moins l'utiliser, là, mais oui. Alors, nous sommes un peu limités par rapport aux détails obtenus sur un seul sujet. Alors, tout à fait. Oui, une question finale pour vous ici. Est-ce que tout ça est séparé du ARS national? Donc, le national et le régional sont-ils, à quel point sont-ils séparés? Réponse, pour l'instant, oui. Les données quantitatives viennent de l'ARS phase 3. En ce moment, nous n'avons pas de données encore de la phase 4. Mais si on peut mener une recherche future, eh bien, dans quelques années, cela va nous prendre encore un peu de temps pour avoir la phase régionale à inclure, mais ce serait génial de pouvoir inclure ces données dans la recherche future. Prochaine étape avec Alice McLean dans la Fédération Métis et aussi son projet qui s'intitule «L'analyse sur le cannabis et la santé mentale chez les Métis du Manitoba». À vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour la possibilité de m'exprimer sur vous. À vous plutôt sur ce que l'on croit être un projet très important pour notre peuple. Je suis Alex McLean, je suis assistant de recherche à la Fédération Turbo Métis et du Métis du Manitoba, oui, plutôt. Et je travaille sur ce projet intitulé Analyse sur le cannabis et la santé mentale chez les Métis du Manitoba. Oui. D'abord, je voudrais reconnaître les gardiens traditionnels de ce territoire, des Métis de la Rivière-Rouge. Le traité de miroir. Le travail que nous faisons ici consiste à remédier aux préjudices du passé et favoriser la force et la résilience aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec l'équipe des Métis de la Rivière-Rouge, voici une jolie carte qui illustre les contours géographiques de la terre traditionnelle des Métis de la Rivière-Rouge. Et je vous parle aujourd'hui de Winnipeg, au Manitoba, qui est situé sur le territoire visé par le traité de miroir. Lançons-nous dans le projet. Ce que nous cherchons à faire est d'explorer les expériences et les perceptions de la consommation du cannabis au sein de la population métisse en ce qui concerne la santé mentale, comme le cannabis a été légalisé en 2018. Notre projet comporte 3 objectifs. Premièrement, décrire de manière générale la consommation de cannabis au sein de la population métisse et toute association avec la santé mentale. Deuxièmement, nous aimerions déterminer les changements qui ont pu se produire au sein de la population métisse depuis la légalisation du cannabis. Et enfin, nous aimerions employer des stratégies de connaissance, de traduction des connaissances en application et en mobilisation des connaissances pour partager les résultats afin de prendre des décisions plus éclairées dans la vie des métis, d'orienter les programmes et les politiques qui ont des bénéfices directs. Pour comprendre pourquoi on étudie ce sujet, quelques statistiques de base pourraient être utiles. Actuellement, au Manitoba, il y a un taux de cannabis plus élevé que la moyenne nationale. Près de 70 des Manitobains ont déclaré avoir essayé le cannabis avant l'âge de 18 ans. Plus de 5 des Manitobains consomment du cannabis tous les jours, contre seulement 1,8 de le reste du Canada. En outre, la prévalence des problèmes de santé mentale est plus élevée au Manitoba que dans la moyenne nationale et la population métisse est surreprésentée dans ces 2 statistiques pour la consommation de cannabis et la santé mentale. Nous pensons donc qu'il est très important d'étudier cette relation et toute association possible entre le cannabis et la santé mentale au sein des communautés métisses. Voici donc quelques données tirées d'études antérieures que nous avons menées à la MFF. Vous pouvez constater essentiellement que toutes les mesures de soins de santé et les résultats de la population métisse sont moins bonnes que celles du Manitoba, comme la maladie cardiaque, diabète, l'utilisation des
la prise de médicaments contre les maladies aussi plus bas. Les citoyens métis, en moyenne, sont 21% plus susceptibles de mourir avant l'âge de 75 ans que la plupart des autres dans les provinces. Et cette tendance ne concerne pas simplement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Voici donc des données provenant d'autres études qui ont été menées ici. Au MMF, on peut voir l'anxiété, dépression, l'utilisation de substances. Tous ces facteurs sont significativement plus élevés dans la population métisse. Et cela se retrouve dans tous les facteurs. La méthodologie de notre étude consiste en des groupes de discussion guidés avec des citoyens métis. Cela a été fait lors de notre sommet annuel sur la santé que nous avons organisé en septembre dernier. Nous avons eu plus de 280 citoyens qui ont participé pendant 2 jours et nous avons permis de partager leurs connaissances, de répondre à des questions, de donner leur avis sur leurs expériences personnelles avec le cannabis et les effets sur la communauté depuis la légalisation. Et cela pouvait être aussi bien positif que négatif. Nous avons depuis transcrit ces entretiens et sommes en train d'analyser les transcriptions. Le processus d'analyse des données consensuelles collectives, qui est dans un cadre qu'on utilise pour compiler notre rapport final, qui est à l'étape préliminaire, en fait, auquel nous sommes actuellement. Là. Ici, nous pouvons voir des données sur la démographie du sommet sur la santé. Avec quelques 200 participants, nous avons eu 85 répondants. Vous pouvez voir qu'il y a une forte proportion de femmes parmi les répondants, mais nous avons eu une belle gamme de groupes d'âge bien représentés, des jeunes jusqu'aux personnes âgées. Et ici, vous pouvez voir la proportion de citoyens qui ont déclaré consommer du cannabis à 67 ce qui est conforme à ce que nous avons recueilli dans d'autres recherches ci-dessus. Savoir que 70 des Manitobains ont essayé le cannabis. Les résultats, basés sur ce que nous, les citoyens, ont mentionné au Manitoba, qu'il y a beaucoup de bénéfices rapportés à la consommation, à la fois d'un point de vue médical et au point de vue social. Le bénéfice le plus communément cité est la gestion de la douleur. Nous savons qu'en moyenne, certains citoyens métis vivent avec plus de 2 maladies chroniques qui nécessitent souvent des interventions pharmaceutiques. Et l'utilisation déclarée du cannabis aide à alléger une partie de ce fardeau médical à la fois physique et mental. Comme vous pouvez voir dans certaines des déclarations ici, des citations ici, on parle de migraine, anxiété, nausées, des choses comme ça, donc des rapports très courants qu'on a entendus. Cependant, oui, nous avons également trouvé certains nombres de préoccupations liées à l'utilisation du cannabis, principalement associées à la surconsommation de cannabis, qui pourrait conduire à des états plus graves. Il y a des problèmes de santé mentale, en particulier chez ceux qui ont déjà une maladie mentale ou qui sont prédisposés à en souffrir. Donc, ceux qui se développent à la fois physiquement et mentalement, en grande partie, des préoccupations, en fait, développent des préoccupations mentales, physiques. Beaucoup de celles-ci viennent d'un manque de messages cohérents et fiables sur la consommation de cannabis. C'est quelque chose qui a été répété des citoyens. Ils veulent que le MMF s'implique dans le travail avec les communautés et de naviguer dans ce nouveau domaine de cannabis légal qui est une sorte de zone grise dans les communautés pour le moment. Ils veulent que nous travaillions avec eux pour développer des programmes et des politiques qui fonctionnent à la fois avec le cannabis et la santé mentale. C'est donc exactement ce que nous espérons faire en réalisant ce projet. Nos résultats auront beaucoup d'implications pour nous en tant qu'organisation pour développer des programmes et des politiques pour nos citoyens. Nous ajouterons des informations très nécessaires concernant la consommation de cannabis dans la population métisse. D'après ce que l'on entend, les citoyens apprécient les avantages potentiels de la consommation de cannabis pour une foule de facteurs mentionnés précédemment. Mais ils veulent être sûrs d'avoir une compréhension complète de son utilisation. Et nous pensons que les résultats de ce projet nous permettront de mieux créer des programmes pour nos citoyens et élaborer des politiques qui sont utiles à ceux que nous servons. Comme mentionné précédemment, notre projet apportera un éclairage spécifique sur la consommation de cannabis au sein de la population métisse qui fait actuellement défaut. Nous espérons intégrer certaines de ces informations dans nos programmes actuels et futurs au MMF.
ce que nous faisons actuellement est en fait d'avoir une ligne de soutien en santé mentale. Elle est gratuite, offerte à tous, les citoyens métis. Nous espérons pouvoir étendre ce service aux 24 heures de la journée car il connaît un grand succès. En outre, nous sommes également en train d'établir un centre de traitement des dépendances et de santé mentale. Et un centre de santé mentale, oui. Les informations de ce projet et les commentaires de la communauté aideront à le développer. Pour finir, quelques éléments de réflexion sur les objectifs auxquels nous espérons que ce projet répondra. Le plus important est de savoir qu'avec la légalisation de cannabis, eh bien, cela a été globalement, bon, l'important est de savoir si cela a été globalement positif ou négatif pour la communauté métisse. Comme on le sait, les citoyens métis ont de moins bons résultats en matière de santé que le reste du Manitoba et sont souvent sous-représentés dans les politiques et les programmes. Ça peut clairement affecter la façon dont le cannabis est utilisé et perçu dans la communauté. Il s'agit donc d'une question que nous aimerions répondre. Avec ça, je voudrais vous remercier de votre temps. J'aimerais souligner le soutien du MMF, notre cabinet, le président, la source de financement aussi, et enfin les citoyens métis qui, sans leur soutien, nous n'aurions pas été en mesure d'entreprendre des projets comme celui-ci. Donc, on aimerait les remercier. Et puis, enfin, voici mes coordonnées, celles de Julian. Si vous avez des questions ou des préoccupations, bien sûr, vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas. Et avec tout cela, merci beaucoup et à bientôt. Wonderful. Thank you, Alex, for a great... Excellent. Merci à Alex pour une excellente présentation. Nous allons maintenant un peu de temps pour une période de questions-réponses avec notre public. Alors, encore une fois, juste pour vous rappeler, n'hésitez pas à taper les questions dans la boîte de questions-réponses. N'hésitez pas à la poser en français ou en anglais, sans problème. Nous avons noté qu'il y avait des problèmes. Vous avez des problèmes à entendre. Alors, n'hésitez pas si vous m'entendez mieux maintenant parce que j'utilise maintenant mes écouteurs. Bon, certaines questions. Déjà, OK, regardons. Quelqu'un dans le chat demande un peu plus comme point de réflexion ici. Avec la surreprésentation des personnes incarcérées autochtones au Canada, peut-être qu'on pourrait explorer la possibilité de parler à cette population directement afin d'obtenir des résultats. Alors, les commentaires ici. Alex? Dans quelle perspective ici? Bonne question. En fait, si la personne qui a commenté pouvait peut-être justement ajouter son grain de sel pour préciser sa question, peut-être nous pourrions en parler un peu plus dans le chat. Selon moi, en fait, c'est plutôt une question de la population incarcérée en général ici. J'allais dire en termes de population de notre côté, une fois que nous avons un rapport, nous allons pouvoir le partager un peu partout avec le Manitoba en termes de... Bon, basé sur... Je veux mentionner aussi que Alex n'a plus d'audio, son écran est gelé, alors je vais répondre autant que je peux aux questions qui sont adressées à nous deux. Merci. Excellent. Un dernier point ici, un autre point plutôt. Est-ce que votre recherche s'est posée sur l'utilisation avec ou sans ordonnance de cannabis? Oui. Réponse non. Nous n'étions intéressés qu'avec, en fait, ce qui se déroule depuis la légalisation du cannabis. Et avec tout ça, en fait, bien qu'il y a de l'utilisation par ordonnance de cannabis, ce n'est pas couvert par l'assurance médicaments de la province. Alors, certains vont peut-être avoir une ordonnance, mais pas la remplir parce qu'ils ne peuvent pas se faire rembourser, mais aussi parce que on regarde spécifiquement, en fait, qu'est-ce qui arrive depuis que tout cela a été légalisé. Une autre question. Nous avons parlé des problèmes métis autochtones par rapport à l'utilisation du cannabis. Est-ce qu'il y a? Oui, est-ce qu'il y a
de la recherche sur le syndrome d'hypermésie cannabinoïde, ou CHS en anglais. Pas en ce moment, très bien. D'autres questions? Oui, bon, beaucoup de questions. Oui, en effet, c'est bien. Comment est-ce que vous analysez les données qui pourraient inclure le biais des chercheurs ou des participants? La réponse, nous avons un processus d'analyse consensuel. La personne lead sur l'étude dit quelques mots-clés et puis ensuite, en tant qu'équipe, nous pensons aux mots-clés et les regrouper sur des symboles. Ensuite, avec la transcription basée sur les symboles, avec les mots-clés qui ont été remplacés, nous pouvons ensuite les regrouper et voir les thèmes qui s'en dégagent. Alors, puisqu'on utilise un processus consensuel avec un groupe de personnes, nous voulons éviter les biais. Parfois, lorsqu'on devient fatigué, bon, on dit OK, juste pour passer au prochain point, mais ça fonctionne bien pour nous et cela a bien fonctionné dans de nombreux projets aussi. Merci. Un autre point ici. On vous remercie. Aussi, on mentionne des risques pour les cerveaux qui sont en développement, donc pour les jeunes, par rapport aux psychoses, schizophrénie. Comment est-ce que vous et vos participants ont défini la surutilisation? Réponse. Je pense que ça s'auto-définit. C'est auto-défini, mais si vous l'utilisez, mais que cela a un impact sur vos fonctions quotidiennes. Par exemple, si vous êtes à la maison, vous êtes jeune, vous revenez à la maison pour faire du travail ou de l'école et vous ne faites pas ce qui est nécessaire dans la maison. Vous êtes un jeune, vous ne faites pas votre travail scolaire, vous ne vous associez pas avec vos amis ou peu importe ce que vous avez à l'ordre du jour pour votre soirée, eh bien, ce serait considéré une surconsommation. Alors, ou disons conduire avec les facultés affaiblies. Bon, ce serait une surutilisation. Merci pour la présentation. Ici, nous avons demandé, est-ce que vous avez été en mesure de capturer le genre d'utilisation de cannabis réglementé ou non réglementé? Réponse non, même si c'est intéressant parce que nous avons en fait une équipe qui est avec nous. Alors, lorsque l'on a un aîné, une personne qui travaille pendant un certain moment, eh bien, avec la population, elle s'est souvent exprimée sur les différents types qui existent. Très bien. Juste par curiosité personnelle, est-ce qu'il y a des raisons en particulier pourquoi la question n'a pas été posée? Nous n'avions qu'un temps limité, alors c'était difficile, mais c'est assez intéressant parce que dans les commentaires ici, ce qui n'a pas été soulevé, c'est qu'en fait, il faut que ce soit bon parce que ça pousse dans la terre. Alors, je trouve ça assez profond. On ne voulait pas approcher le projet par rapport à c'est mauvais d'utiliser le cannabis. Nous voulions plutôt savoir de façon que les changements qui ont été vus et l'engagement avec les communautés. Aussi, l'aliénation par rapport à tout cela. Merci. On a aussi quelques autres questions ici avant d'aller à la prochaine présentation, mais on va les garder parce qu'il y aura davantage de temps à la fin pour revenir sur toutes les présentations. Quelqu'un a demandé aussi comment la recherche peut aider avec la commission Vérité et Réconciliation et qu'est-ce qui peut aider à apaiser ou à guérir les plaies du passé? Eh bien, question assez chargée ici. Je pense que nos chercheurs font partie du casse-tête et essaient de créer un espace pour que la voix métisse et autochtone soit entendue. Bien sûr, cela ne représente pas tous les métis, mais plutôt ceux qui étaient à le sommet sur la santé. Alors, en ce sens, par rapport à des
déclaration générale, globale, eh bien, je pense que ça serait intéressant sur, bon, ici, c'était vraiment plus spécifique et par rapport au financement et au but de la recherche. Merci, Juliane, et aussi Alex, d'avoir pris du temps pour les répondre aux questions. Maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation. Et, comme mentionné, nous allons pouvoir revenir sur certaines des questions qui n'ont pas été répondues un peu plus tard. Merci. Merci à tous et à toutes. Nous avons ensuite la troisième présentation avec Christy Kowach, présentée par le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations sur l'examen de la relation entre le cannabis et la santé mentale chez les Premières Nations, processus de recherche communautaire. Hi everyone, my name is. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Christy Kowach et je suis de Lakehead University. Je vais vous parler de notre projet mené en collaboration avec la Thunderbird Partnership Foundation sur le stigmatisme du cannabis parental chez les communautés des Premières Nations par le biais de l'engagement communautaire et de leur révision de politique. Bonjour, je vous proviens de la ville de London. À vous, Christy. Oui. Ce projet a été développé basé sur une conversation entre les fournisseurs de la communauté et identifié par le biais de la variété de la légalisation du cannabis et sur l'utilisation par les organisations de département de la jeunesse, oui, afin de développer des outils. Ici, c'est une question de voir la façon dont les politiques peuvent être influencées par la légalisation récente de la marijuana et si ces politiques fonctionnent dans une perspective de réduction des risques. Une question que nous allons aborder est si ces questions sont alignées avec les connaissances dans la littérature existante concernant la consommation de cannabis par les parents et les résultats pour les enfants. Et cette perspective est basée sur le fait que le placement d'un enfant en protection d'enfance peut être un événement stressant et même traumatisant. Nous allons donc nous efforcer de traduire ces informations dans la perspective des Premières Nations à travers l'engagement communautaire et les groupes de travail avec les parties prenantes. On s'en parlera un peu plus. Ces sources d'informations seront intégrées dans le développement de guides et d'outils pour les communautés et les organisations. La première étape dans le processus d'élaboration de ces outils, d'abord, est de réunir un ensemble d'informations. Une source d'information est une revue de littérature que nous avons menée. Nous avons fait des recherches sur des articles académiques, universitaires, de recherche, des articles, donc plus de 50 000 articles et publications que nous avons réduits ensuite à 34 articles à inclure dans la revue ou la révision. Ces publications ont identifié qu'il y avait quelques domaines qui devaient être pris en considération dans le développement d'une trousse et d'outils de guide. Oui. Ainsi, l'association entre la consommation de cannabis des parents et la consommation ultérieure de cannabis des enfants a donné des résultats mitigés. Certaines études ont identifié qu'il y a des risques accrus pour les enfants quand un parent, en particulier les mères, consomment du cannabis, mais pas les pères. Quelques études ont démontré que l'usage du cannabis par les parents est associé à un usage plus précoce et à des risques accrus d'usage désordonné du cannabis chez les enfants. Cependant, certaines études ont considéré les facteurs parentaux comme un modérateur de cette relation et ils ont trouvé que lorsqu'ils considéraient les comportements parentaux, cette relation n'était plus statistiquement significative. Les enfants sont également plus susceptibles de consommer plus tôt, plus fréquemment lorsque leur parent répond aux critères d'abus de substances. Certaines
études ont révélé qu'il n'y a pas de différence dans la consommation de cannabis des parents qui consomment du cannabis, oui, mais ne répondent pas aux critères de trouble et ceux qui ne consomment pas de cannabis du tout. Donc, le niveau d'utilisation des parents influence réellement la suite, donc le risque de misusage. L'association entre la consommation de cannabis par les parents et les résultats négatifs chez l'enfant est influencée par un nombre de facteurs. La capacité des parents à contrôler leurs émotions est liée. Lorsque les parents ont du mal à contrôler leurs émotions, les enfants sont plus susceptibles de consommer du cannabis. Il existe également une relation cyclique entre la consommation de cannabis des parents et les problèmes de comportement des enfants étant associés à une plus grande consommation de cannabis plus tard. Donc, lorsque les enfants ont des difficultés avec leur comportement, les parents sont souvent consomment plus de cannabis. De même, le niveau d'implication des parents dans le suivi, avec la participation avec les enfants. Bien, lorsque les parents s'impliquent moins avec leurs enfants, bien, il y a plus de risques que les enfants consomment du cannabis plus tard. Et la participation des enfants dans des situations à risque pendant l'adolescence par le biais de leur relation avec les pères, leur exposition au cannabis et d'autres substances, et à l'approbation parentale de la consommation du cannabis et de substances associées est associée avec une consommation accrue de cannabis chez les enfants. La consommation de cannabis, oui, est associée à une plus faible sensibilité, une éducation plus sévère et plus d'agressivité chez les parents. Et ceux-là ont été associés à une dérégulation émotionnelle. Encore une fois, avoir de la difficulté à contrôler ses émotions et la consommation d'autres substances chez les parents, notamment alcool, tabac et opiacés. La consommation parentale de cannabis n'est peut-être pas toujours un comportement acquis. Donc, les collègues avec Helen et ses collègues ont trouvé que les parents peuvent utiliser le cannabis, mais ne pas avoir des critères d'abus de substance et ont des niveaux de parentalité positive similaires à ceux des non-consommateurs. Et leurs enfants avaient des risques réduits similaires à l'engagement avec le cannabis. Basé sur ces premiers résultats, il semble que lorsque les parents répondent aux critères du trouble de la consommation de cannabis, leurs enfants sont plus susceptibles de connaître des risques plus élevés de consommation ultérieure, ce qui est probablement influencé par les parents, leur régulation émotionnelle et les pratiques parentales. Toutefois, il convient de noter que dans les articles que nous avons inclus dans cette revue, il existe un large éventail de définitions de la consommation du cannabis et cela sera clarifié dans le rapport que nous développerons à partir de cette révision, de cette revue de littérature. À l'avenir, nous allons chercher à élargir nos connaissances dans ce domaine en incluant quelques revues supplémentaires. Ces revues comprendront l'étude de la façon dont l'appréhension de l'enfant influence les résultats. Encore une fois, les impacts stressants et traumatiques. Et lorsque ça l'est ou ça ne l'est pas, en regardant l'exposition prénatale au cannabis et les résultats associés à l'enfant. Puis, regardez dont les résultats pour l'enfant sont associés avec l'exposition pour le cannabis et la consommation d'autres substances comme les opiacés et autres, et les stimulants. Donc, maintenant, la parole à Sacha pour davantage de discussion. Merci, Christy. Lorsque nous avons créé le groupe de travail, nous cherchions des participants des Premières Nations à travers la communauté et les communautés de tous les domaines, protection de l'enfance, clinique, légale, culturelle, pour guider nos travaux. Le groupe de travail a fourni des informations sur les pratiques existantes concernant la consommation de cannabis et les politiques de protection de l'enfance et les besoins des communautés. Donc, nous essayons de s'assurer une représentation de toutes les régions géographiques au Canada. Nous avons contacté 25 personnes pour y participer et avons confirmé la participation de 14 personnes pour le groupe de travail jusqu'à présent, avec la participation de 3 aînés et gardiens des connaissances traditionnelles. La participation de ces aînés et gardiens du savoir assurera que les protocoles culturels seront suivis lorsque les connaissances autochtones sont partagées et diffusées.
Une priorité constante sera d'honorer et de reconnaître les preuves et les résultats qui sont en dehors de la portée des preuves conventionnelles ou de la recherche conventionnelle afin de bâtir un fondement culturel. Nous espérons avoir aussi 3 aînés impliqués afin de s'assurer qu'il y a une présence à chaque réunion. En invitant les gens à participer au groupe de travail, nous créons de nouvelles relations, ce qui créera aussi une occasion de traiter de différentes perspectives sur la réduction des méfaits, la loi, le bien-être social et le traitement de réduction des méfaits, les traitements existants et l'utilité dans les Premières Nations. Le matériel créé sera présenté au groupe de travail et à la communauté des Premières Nations afin d'être validé dans les discussions avec la communauté. Les informations synthétisées du groupe de travail seront utilisées pour développer des préventions, des interventions précoces en langage clair, des affiches, des dépliants, des vidéos. Ces produits mettront l'accent sur les conséquences de la consommation du cannabis par les parents et sur les enfants et la façon dont les parents et les communautés peuvent réduire les effets négatifs des comportements. La diffusion de ces messages dans un format accessible permettra de soutenir l'initiative de la Fondation Thunderbird et de fournir des services culturellement compétents et de qualité. Et finalement, nous avons terminé notre première réunion du groupe de travail, donc nous sommes impatients de continuer notre participation. Oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à research@thunderbirdpf.org. Bonjour, désolé si vous n'avez pas été en mesure de voir la diffusion en français. Nous avons eu certains enjeux et ça n'a pas été possible, mais merci merci de rester avec nous et merci aussi pour vos présentations qui étaient vraiment très éclairantes. Nous avons eu quelques questions aussi dans le chat lorsque il y avait la présentation. Oui, alors est-ce qu'il y a de l'intérêt pour la recherche par rapport aux bienfaits médicaux comme les crises d'épilepsie? Oui. La réponse, c'est au-delà d'apporter notre projet. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes et je sais que de nombreuses familles qui ont des enfants qui font des crises d'épilepsie, oui, sont assez enthousiasmées par rapport à l'utilité du cannabis. Maintenant, je ne sais pas vraiment quel est le résultat sur la sûreté de l'utilisation du cannabis dans ces cas, mais je sais qu'il y a des chercheurs qui s'y intéressent. Maintenant, je ne sais pas vraiment à qui vous aiguiller, mais je sais qu'il y a de l'intérêt dans ce domaine parce que je sais que c'est un état d'intérêt, surtout pour les parents et les enfants qui ont des crises d'épilepsie. Oui. Merci. Quand est-ce que le rapport sera préparé pour accompagner la présentation ici? Réponse? Nous mettons la touche finale sur ce point. Alors, je n'ai pas exactement de mise à jour lorsque ce sera complété, mais cela sera... En fait, on est vers la fin de la complétion. Alors, probablement dans les derniers mois, ce sera disponible par le biais de Thunderbird Partnership, la Foundation. Et je pense que vous pouvez contacter recherche@thunderbird.org. Mais est-ce que Sacha? Research@thunderbirdpf.org. Excellent. Une question maintenant, juste par curiosité pour vous deux. Quelle est l'importance pour vous d'avoir une lentille autochtone en gardant aussi en tête la recherche dans ces communautés? Oui, bon point. Très important, je pense, parce que c'est important de comprendre les expériences des Autochtones. Les chercheurs doivent l'avoir toujours en tête, alors c'est très important. Oui, un peu comme Thunderbird produit, eh bien, comment on approche les différents projets, comment on répond aux besoins par rapport au projet de recherche, eh bien, ce sont des priorités claires que nous avons. En ce sens, oui, c'est très important. Merci. Je sais que de mon côté, la recherche autochtone peut être difficile dans la communauté. Il y a des problèmes en termes d'accès
aux données de recherche avec ces communautés pour en apprendre davantage. Et bon, avec ce projet, nous n'en sommes pas arrivés à ce point-là encore. Alors, oui, c'est tout ce que l'on peut répondre. Une des raisons est que c'est très important avec les populations autochtones de créer des relations parce que comprendre l'intention de la recherche, s'assurer que on clarifie les besoins avant de fournir de l'information est vraiment important pour s'assurer qu'il y a cet élément de sûreté dans la relation. Alors, nous prenons notre temps pour bâtir cette relation avec le groupe de travail avant de demander d'autres informations et ce processus est en cours. Donc, j'ai bien hâte d'avoir notre première réunion, justement, ce vendredi, oui. Oui, c'est excellent de pouvoir avoir ces informations de votre côté. Finalement, pourquoi croyez-vous que tout cela est important? Pourquoi est-ce que tout cela, essentiellement, pourquoi est-ce que cette recherche est importante? Pourquoi est-ce qu'on devrait penser à cette recherche en cours? Réponse. Parce qu'il n'y a pas d'informations sur les impacts, les répercussions sur les communautés autochtones. Alors, s'assurer que tout cela existe. Parce que la localisation est arrivée, mais les politiques n'ont pas été ajustées. On sait aussi que malheureusement, les, les enfants autochtones sont appréhendés beaucoup plus que les enfants non autochtones. Alors, ce travail est important. Merci. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous allons aussi avoir, poursuivre le période de questions à la fin. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Très bien, je viens de voir une dernière question ici. Je vais la poser. Est-ce qu'il y a une opportunité pour participer à des groupes de travail avec les Premières Nations, justement? Réponse oui. Simplement nous contacter par courriel, tel que mentionné, avec Sacha. Nous allons pouvoir, on va le mettre dans la boîte de chat ici, là. Mais oui, ce serait bien intéressant. Et quelqu'un qui pourrait aussi traiter d'expérience. Ce serait vraiment un plaisir d'en savoir un peu plus. Alors oui, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un message. Merci beaucoup. Merci, Connor. Nous avons des problèmes au Tara Gillis et Jillian Jones de la Nation métisse de la Colombie-Britannique ne sont pas en mesure d'être avec nous. Nous allons donc passer à la prochaine présentation finale, en fait, par Zach Walsh et Lindsay Farrell de l'Université de la Colombie-Britannique. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire sur l'utilisation du cannabis chez les Autochtones, motif de substitution de l'île de la tortue, raison de la consommation, substitution et impact de la légalisation. Bonjour, c'est un plaisir d'abord me présenter dans ma langue. Mon nom est Lindsay Farrell, je suis Anishinaabe, membre qui a grandi à Thunder Bay. Mon père est de descendance irlandaise, écossaise, anglaise, donc colonisateur. Donc, c'est un beau ciel bleu nuageux sur la terre de Musqueam, Squash et Sweet Tooth. Et c'est une grande gratitude que je remercie les nations souveraines de ces territoires de me permettre de résider sur les terres traditionnelles et de faire cette recherche qui est si importante dans l'industrie du cannabis. Maintenant, Zach, pour son introduction. Bonjour, mon nom est Zach Walsh. Je suis professeur de psychologie à l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, sur le campus Okanagan. Je vous parle depuis ma maison sur le territoire non cédé de la nation Suk-Okanagan Alliance. Chercheur sur le cannabis, descendant de colons. J'ai travaillé dans le domaine du cannabis médical et des sujets connexes depuis plusieurs années. Et c'est un plaisir de pouvoir partager cette présentation avec la Dr. Farrell. Merci, Zach. Je voulais passer quelques minutes maintenant pour parler de la façon dont moi et Zach, en tant que
principaux candidats de ce travail nous situons. Historiquement, la recherche sur le cannabis a été grandement informée par une lentille occidentale dans la récolte de la collecte de données à partir de la majorité sociopolitique d'origine européenne que l'on appelle actuellement le Canada. Ainsi, les perspectives autochtones et notre perspective de ce travail a vraiment été absent. Mais dans ce travail, vraiment, nous sommes très fiers d'avoir donné la priorité aux voix autochtones et d'avoir une équipe de recherche majoritairement autochtone, ce qui rend notre travail vraiment différent et unique dans ce domaine et que nous avons spécifiquement une lentille avec les Autochtones, en fait, des entretiens menés par des assistants de recherche qui s'identifient eux-mêmes en tant qu'Autochtones. L'ensemble, la vue d'ensemble de notre projet, oui. Nous avons une étude qui s'intitule « Consommation de cannabis chez les peuples autochtones de l'île de la Tortue, raison de la consommation, substitution et impact de la légalisation ». Ici, on cherche les motifs de substitution et les impacts de la légalisation en rassemblant les chercheurs en domaine de la santé, du cannabis et les représentants de façon importante aussi des communautés et d'organisations en santé pour savoir davantage sur les impacts de l'utilisation du cannabis et de la réglementation sur la santé et le bien-être des peuples autochtones. Encore une fois, vraiment ici, avec les motifs thérapeutiques et l'accès local. Zach, maintenant, pour la description en détail de notre activité de partenariat. Merci. Nos partenaires de ce projet, la nation Cree Woodland et la communauté et aussi Indigenous Bloom ici. Indigenous Bloom est une coopérative de peuples autochtones qui développent des partenariats afin de s'assurer de la participation autochtone et des communautés dans l'industrie de l'économie du cannabis. Ils distribuent du cannabis sur les terres autochtones. Il y a de nombreuses communautés en Colombie-Britannique, en Alberta, dans d'autres parties du Canada qui sont membres de Indigenous Bloom. Les Cree Woodland en font partie. Le partenariat implique d'abord de s'assurer que nous avons ces perspectives lorsque nous créons ces questions de recherche. Donc, elles sont éclairées par la communauté. De plus, une façon bien importante pour nous d'être en mesure de se connecter avec les communautés d'intérêt parce que Indigenous Bloom a des emplacements dans les communautés autochtones. Nous sommes en mesure d'avoir de l'aide pour le recrutement dans ces endroits. Et c'est ce qui nous donne aussi différents endroits où nous sommes en mesure de faire du recrutement pour des répondants, mais aussi où nous pouvons avoir une lentille plus spécifique, surtout pour les Cree Woodland, étant une communauté spécifique où on fait davantage une analyse plus poussée, où nous avons aussi une bonne réponse sur l'utilisation et sur les répondants qui utilisent et qui n'utilisent pas de cannabis. Et avec Indigenous, eh bien, Bloom, eh bien, il s'agit d'utilisateurs de cannabis, bien sûr, parce qu'ils vont en acheter sur les points, alors sur les lieux. Alors ici, on regarde spécifiquement une communauté, mais aussi les consommateurs de façon plus large. Les motifs maintenant d'utilisation du cannabis, mentionné par Dr. Farrell, la majorité de la recherche sur l'utilisation du cannabis, surtout l'utilisation thérapeutique, a été sur les communautés, c'est vraiment fait sur les communautés colonisatrices. Ainsi, il n'y a pas eu de consultation appropriée avec les nations autochtones. Alors, il est important d'avoir accès à ces communautés pour savoir leur utilisation du cannabis, leurs motifs, les risques et les bénéfices potentiels. Maintenant, nous sommes intéressés à savoir la façon dont les autres médicaments sont et la substitution pour les opiacés. C'est un intérêt du groupe parce que nous savons les effets dévastateurs de la crise opioïde partout au Canada
et dans toutes les communautés. Alors, nous voulons savoir quel est le potentiel du cannabis en tant que substitut. Puis, nous voulons voir aussi la façon dont la légalisation se déroule, parce que ici, bon, avec la loi sur le cannabis, nous voulons nous assurer que toutes les voix sont représentées à la table. Au-delà de tout cela, en regardant les communautés autochtones, en général, nous voulons voir s'il y a des différences en fonction de l'âge, sexe, appartenance, ou habiter sur une réserve ou non, et d'autres facteurs. Oui, merci, Dr. Walsh. J'ajouterai un dernier point. Spécifiquement pendant la pandémie de COVID, ces questions de recherche doivent être abordées d'un point de vue autochtone afin de soutenir l'autodéterminisme et la santé et le bien-être des Autochtones et des programmes qui soient bien conçus à cet effet. Merci, Dr. Walsh, et merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et voici nos courriels ici. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente série webinaire. Sur cela, j'ai bien hâte de vous entendre. Merci et à bientôt. Oui. Merci, j'ai bien hâte de vous présenter les résultats très bientôt. Nous sommes en plein milieu des entretiens en ce moment. Tout cela se passe bien. Alors peut-être la prochaine fois, nous pourrons vous parler des résultats. Merci à Dr. Walsh, Dr. Farrell pour l'excellente présentation. En ce moment, nous avons un peu de temps pour les questions. Alors, n'hésitez pas de poser vos questions en français ou en anglais. Nous avons déjà quelques petites questions ici. On veut savoir si vous avez des résultats préliminaires en tant que substitut des opiacés. Réponse oui. Merci de nous avoir invités. Malheureusement, Dr. Farrell avait un autre engagement. Ce matin, il n'était pas en mesure d'être très présente, mais j'avais essayé de répondre dans le meilleur de mes capacités ici. Nous avons complété environ 25 entrevues. Nous n'avons pas eu l'occasion de mener une analyse préliminaire, oui, plutôt. Si tout cela se passe bien, eh bien, on n'a pas des données préliminaires encore, mais c'était un domaine ou un intérêt de moi assez intéressant depuis un bon moment. Et on sait de façon générale qu'il y a des substitutions auto-rapportées pour les opioïdes et on sait aussi qu'on a vu aussi dans certaines études de cohorte qu'on rapporte l'utilisation réduite d'opiacés dans certaines études transversales, mais pas vraiment regardé dans les perspectives autochtones. Alors, c'est pourquoi tout cela nous intéresse particulièrement. Quelqu'un a dénoté ici que l'équipe utilise les Premières Nations et les Autochtones de façon interchangeable. Est-ce que vous voulez inclure les Inuits et les Métis aussi? Oui, les Métis et les Inuits auto-identifiés peuvent aussi participer, mais les partenariats sont surtout avec les communautés, surtout avec les Cris Woodland, mais avec sur les points, nous voulons aussi recruter des Métis et Inuits, oui. Très bien. En attendant d'autres questions, encore une fois, sur les stigmatismes disproportionnés, sur la discrimination qui se passe dans notre pays, les stigmatismes associés à l'utilisation du cannabis et l'intersection ici aussi pour les Autochtones. Est-ce que vous avez un point de vue partagé ici? Réponse, eh bien, c'est un bon point, quelque chose que l'on étudie aussi dans les entrevues parce que très certainement, il y a cette perception parce que nous n'avons pas formellement été en mesure de voir ce double sens du stigmatisme entre les communautés, mais aussi avec les communautés. Alors, avec le temps, dans la... bon. Dans la communication avec les médecins aussi, il y a des questions sur le stigmatisme. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec
les fournisseurs en soins de santé. Si vous n'avez pas encore parlé de ça, pourquoi? Alors, est-ce que c'est la gêne? Est-ce que c'est un stigmatisme? Alors, je pense que alors qu'on parle de la réémergence du cannabis comme étant un médicament légitime plutôt qui a été le cas en fait depuis plusieurs millénaires, eh bien, je pense que la prohibition doit être vue comme étant la pièce étrange parce que je ne dirais pas que on dit que la légalisation est une expérience, mais l'expérience était plutôt de la prohibition, en fait. Alors qu'on essaie de réintroduire ce médicament, comment est-ce que tout cela peut être vu d'un point de vue des effets plus délétères, le stigmatisme, surtout les barrières, aussi dans les motivations de cette recherche? Très bien dit, oui. J'apprécie beaucoup vos commentaires sur ce point parce que je pense que tout ça nous permet d'explorer la conversation sur ce qui est bien, ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est criminel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est légal. Alors, c'est intéressant de voir que cette recherche est menée basée sur ce cadre d'études. Alors, merci beaucoup. Maintenant, regardons si on a d'autres questions pour le moment. Très bien. Il semble que c'est toutes les questions que nous avons pour l'instant. Merci beaucoup. Excellent. Ainsi, c'est ce qui conclut notre période de questions-réponses. Nous aimerions répondre à toutes les questions qui n'ont pas été encore mentionnées. Oui, désolé, juste un petit instant. Oui, je vois que j'ai eu une autre question. C'est pourquoi j'ai rallumé ma caméra ici. Oui. Sur les méfaits ici, sur les méfaits, oui, les méfaits du cannabis, parce que bien sûr, il peut y avoir des conséquences négatives. Alors, nous avons des questions ouvertes sur la façon dont tout ça se compare aux autres médicaments. Quelles sont les barrières à l'utilisation du cannabis? Pour être bien franc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'accent sur les méfaits dans la recherche sur le cannabis déjà. Alors, je crois que la lentille a déjà été assez explorée, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent à cet usage exclusivement de façon dans le cadre médical. Alors, je suis assez confiant que ce travail sur les méfaits, en fait, est ouvert pour avoir un cadre bien équilibré, mais j'ai l'impression que beaucoup ont déjà ce cadre de recherche et je crois que c'est assez déjà bien ouvert dans le monde de la recherche sous cet angle des méfaits et des mésusages. Merci beaucoup. Connor, est-ce que vous voulez ajouter votre grain de sel? Oui. Merci pour les questions spécifiques. Nous avons quelques questions générales ici. Une question posée à la Fédération métisse du Canada. Nous, on se demandait aussi si cela pouvait peut-être s'appliquer aussi aux autres équipes. Si on pose des questions de source du cannabis, réglementé versus non réglementé, est-ce que certains aimeraient s'exprimer sur ce point? Et encore une fois, juste pour vous rappeler que si vous avez des questions pour n'importe quel des groupes, n'hésitez pas à les poser pour le moment. Désolé, quelle est la première partie de la question? On était curieux ici par rapport à demander la source du cannabis, réglementé versus non réglementé. Réponse non, nous cherchions spécifiquement les changements lors de la légalisation. Mais les aînés sur l'équipe et d'autres personnes dans l'équipe ont mentionné que les gens ont toujours utilisé le cannabis, même avant la légalisation. Et certains ont continué d'aller avec leurs fournisseurs parce que les magasins ne sont pas nécessairement facilement accessibles. Alors, je pense qu'on peut dire que, bon, c'est beaucoup du cannabis non légalisé. Merci. S'il y a d'autres points, s'il y a quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le faire. Oui, je peux peut-être m'exprimer sur ce point, justement, parce que l'on pose ces questions dans un point d'intérêt pour nous, parce que, en ce qui a trait à l'accès, l'usage médical, eh bien, ça peut être assez important d'avoir un accès prompt et rapide, ou l'accès peut aussi être une barrière. Et
pour être bien efficace, nous voulons nous assurer que tout cela est livré d'une façon qui facilite, avec l'étiquetage, un prix abordable, mais aussi aucune barrière par rapport à l'accès de son propre cannabis, alors que certaines communautés ne sont pas bien servies par les dispensaires, par les magasins au détail qui sont disponibles. Alors, comment ces communautés peuvent s'assurer qu'il y a un accès équitable, que ce soit par l'autoproduction ou la production de son côté, et qui a un intérêt surtout pour Indigenous Bloom, comment les communautés peuvent le faire eux-mêmes et quel est l'impact ensuite avec la communauté, s'ils sont en mesure d'avoir des opportunités économiques qui peuvent, plutôt que de l'argent qui quitte la communauté dans la production. Alors, comment est-ce que tout cela joue un rôle? Comment tout cela on parle des stigmatismes, la production dans les communautés, pour la communauté. Alors, je crois que c'est un point intéressant à considérer ici, parlant du stigmatisme et de la façon dont le bien-être peut y être associé. Alors oui, nous avons parlé de ce genre d'enjeu. Merci. Oui, je crois que c'est bien utile de parler des différents médicaments et des impacts sur les communautés et tout cela. Donc, il peut être différencié dans les communautés occidentales, oui. Oui, pour répondre à la question, en fait, dans notre donnée quantitative sur le sondage, la réponse est non, nous n'avons pas ce genre de données dans le sondage, mais merci d'avoir posé la question parce que c'est une question bien intéressante qui a été soulevée quelquefois dans les données qualitatives qui sont aussi analysées. Je peux vous dire en ce moment que tout cela a été soulevé au sens où maintenant que c'est légalisé, il y a davantage d'étiquetage qui n'a pas été mentionné par les participants, oui, que la quantité de THC, la force, le CBD peut avoir un bon impact sur la santé mentale et les implications médicales. Et aussi, cette question, je pense qu'on l'a déjà mentionné, la question de la juridiction et pour les sources qui ont été mentionnées aussi. Alors, je pense que c'est quelque chose qui seront étudiés et clairement quelque chose qui pourrait être impliqué pour une priorité de recherche future. Merci beaucoup, Elana. Nous voulons ramener cette question sur l'importance de la perspective autochtone dans l'excellente recherche que vous faites. C'est une question qui s'adresse à tous nos présentateurs, basée sur quelqu'un qui provient de différents groupes avec des minorités visibles. Alors, c'est tellement un plaisir de pouvoir entendre la passion, la joie par rapport à la recherche que vous faites. Alors, tout à fait. Si vous avez d'autres commentaires à cet effet, qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à la recherche que vous faites? N'hésitez pas si vous voulez ajouter votre grain de sel. Oui, Elana? Bonjour, alors oui, je pense que la Fondation Thunderbird, les présentateurs, ont bien répondu en fait sur ce point. Alors, j'ajoute ma voix à la leur. Je m'en joins pour dire que même si le sondage régional qui nous ont fourni les données quantitatives, même en fait, ça a été développé par et pour les Premières Nations, eh bien, les membres ne peuvent pas répondre à toutes nos questions. Récemment, nous avons des rapports de recherche où il y aurait un focus quantitatif assez important et nous allions obtenir des commentaires sur les domaines qui ont peut-être été occultés ou certains qui n'ont pas été bien interprétés d'un point de vue culturel. Par conséquent, nous avons commencé à ajouter les composantes culturelles dans tous nos projets de recherche et la qualité des trouvailles a été bien améliorée
par rapport aux études de recherche de façon immense. Bien sûr, la perspective autochtone est bien importante, mais aussi, quant à la recherche, avoir une perspective avec les expériences vécues est bien importante. Alors, nous avons eu beaucoup de points où les présentations ont été faites, mais ensuite, il y a différentes interprétations ou questions, suggestions qui, en fait, on n'aurait jamais pensé pu avoir. Et c'est bien de pouvoir avoir une équipe qui aide à concevoir la recherche dès le début avec la recherche sur la santé mentale, sur le bien-être mental. Et c'est ce groupe qui a parlé de la lentille autochtone où on a vraiment pu ajouter des indicateurs, en particulier, bon, d'un point de vue culturel, linguistique, historique, et ses expériences et traumatismes. Alors oui, tout à fait, très important. Sinon, on n'a pas le portrait global et qui nous manque là. Alors oui, merci. Un plaisir de voir que tout cela est intégré dans la recherche. Nous avons une question ici pour nos amis de UBC. Dans votre recherche, est-ce que vous considérez la question de l'utilisation du cannabis qui peut être détrimentale? Je crois que j'ai répondu à celle-ci dans la dernière ronde, mais je veux parler de la lentille autochtone. En tant que chercheur colonisateur, les chercheurs autochtones dans l'équipe n'ont pas pu être présents malheureusement, mais nous avons consulté les communautés, la communauté, bureau de l'Office autochtone, les domaines qu'ils voudraient que l'on regarde de façon plus spécifique. Nous avons une équipe de recherche plus justement avec la lentille autochtone. C'est un plaisir d'en faire partie. Surtout, nous sommes heureux de voir qu'il y a une équipe de 3 étudiants autochtones qui mènent cette recherche et qui mènent toutes les entrevues aussi afin de... alors, je pense que c'est vraiment un appui à cet effet d'intégrer la recherche dans ce contexte. C'est tellement important, mais aussi la recherche est toujours une excellente occasion de formation. Alors, on espère pouvoir développer la prochaine génération de chercheurs dans le domaine du cannabis. Alors, ce serait peut-être éventuellement, nous pourrons être une équipe totalement autochtone, mais bon, c'est... Oui, merci. Désolé d'avoir répété la question ici. C'est ce qui conclut maintenant notre période de questions-réponses. Merci et sachez que vous pouvez contacter les chercheurs pour des questions supplémentaires directement et de façon aussi, si vous voulez ajouter vos courriels avec l'équipe de recherche ou l'équipe, si vous voulez ajouter vos courriels, merci. Encore une fois, merci à nos présentateurs d'avoir partagé leur expertise au nom du CSMC et du CCSA. Merci beaucoup d'avoir participé qui démarre notre série de webinaires hivernales sur le cannabis avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Oui, en effet, merci d'avoir participé à ce premier épisode de la série. Merci d'avoir participé et bonne fin de journée. Au revoir.